Mesdames et messieurs, bonsoir et joyeuse journée mondiale de la vie sauvage à tous. Et justement, c'est le thème de notre émission de ce soir, récupérer des espèces clés pour la restauration des écosystèmes. C'est le thème de la journée mondiale de la vie sauvage pour cette année 2022, journée célébrée tous les 3 mars depuis l'année 2013. La journée mondiale de la vie sauvage, instituée par les Nations Unies, vise à sensibiliser le public au statut des espèces sauvages menacées d'extinction et en danger, critique d'extinction, et à souligner le pouvoir des efforts de conservation en cours pour inverser leur sort. La perte d'espèces et la dégradation de leur habitat et écosystème menacent l'humanité dans son ensemble, car les peuples tout autour de la planète dépendent des ressources issues de la vie sauvage et de la biodiversité pour répondre à tous leurs besoins, de la nourriture et des médicaments à la santé, le carburant, le logement ou encore l'habillement. Madagascar étant des hotspots de biodiversité les plus riches dans le monde est très concerné par cette question, et c'est ce dont nous allons discuter aujourd'hui avec un panel très riche d'acteurs actifs dans le domaine de cette restauration de la vie sauvage à Madagascar. Et justement, nos panélistes de ce soir seront Monsieur Julien Noël Rakotoarso, directeur général de l'environnement, de la gouvernance environnementale au sein du ministère de l'Environnement et du Développement durable de Madagascar. Également le docteur Mboli Charles Boliko, représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ou FAO, à Madagascar, aux Comores, à Maurice, mais également aux Seychelles. Mais nous avons également notre panéliste de ce soir, Louvi Raslufmanen, directeur national de Wildlife Conservation Society, ou WCS, à Madagascar. This is our shared home. We all live in it and benefit from it. We roam, fly and swim in the forests and mountain tops, in savannas and in the depths of the oceans. Together, we form part of the web of life that ensures the planet's ecosystems can strive. We provide for people everywhere. The ecosystems we inhabit feed and clothe them and help them build their homes. Despite that, our survival is in danger. Thousands of species face the danger of extinction. Without them, habitats and ecosystems are in peril. This World Wildlife Day, join us in raising awareness of the future of endangered species. Together, we can change course. We can save wild animals and plants from overexploitation and restore their habitats and ecosystems. Entamons à présent nos discussions. Monsieur le directeur général de la gouvernance environnementale, Madagascar apparaît très engagé pour la restauration de ces écosystèmes et la conservation des espèces. Pouvez-vous nous dire plus en détail quelle est la situation de ces écosystèmes et de leurs espèces clés à Madagascar? Bonsoir Nati, chers téléspectateurs, bonsoir encore. Merci de nous avoir invités donc à l'occasion de cette journée mondiale de la vie sauvage. En effet, nous allons commencer juste une petite théorie sur la question de la diversité biologique. La diversité biologique, ça se divise en 3 niveaux. Le premier niveau, c'est par rapport à la diversité des écosystèmes. Le deuxième, c'est par rapport au niveau des espèces. Et le troisième, beaucoup plus intrinsèque, c'est au niveau génétique. Donc là, on va parler tout d'abord du premier niveau, c'est-à-dire la diversité des écosystèmes à Madagascar. Donc à Madagascar, on pourra apprendre donc comme par exemple 3 types d'écosystèmes, plusieurs types, mais concrètement, on va parler tout d'abord de l'écosystème terrestre, marin, aquatique, mais il y a aussi des écosystèmes très particuliers, par exemple l'écosystème mangrove.
Nous allons essayer de parler sur l'écosystème forestier parce qu'il y a plusieurs vies sauvages très intéressants quand on parle d'écosystème forestier. Par rapport à votre question sur la situation actuelle, c'est que depuis 1953 jusqu'en 2014, on a perdu presque la moitié de nos couvertures forestières. Donc là, c'est une situation très alarmante par rapport à ce niveau d'écosystème. Et au niveau de l'écosystème, il y a les espèces, comme je dis tout à l'heure, le deuxième niveau. Et là, on peut avancer comme chiffre, et c'est aussi très alarmant, qu'au niveau mondial, on a perdu plus d'1 million d'espèces jusqu'à ce jour. Donc là, c'est très très grave. Si on revient sur le cas de Madagascar, et on va parler de l'espèce emblématique, les lémuriens. Donc là, actuellement, toujours en termes de situation, c'est que nous avons à peu près 111 espèces de lémuriens, espèces et sous-espèces confondues, et on a perdu 105 de ces espèces et sous-espèces. Donc là, c'est très très alarmant, et c'est pour cette raison que l'espèce de lémurien fait partie donc des primates le plus en danger au niveau mondial. Et pour terminer pour cette introduction, c'est que j'aimerais quand même mettre en exergue par rapport à nos téléspectateurs l'importance de cette interdépendance entre les vies sauvages. Parce qu'on parle de lémuriens alors que les lémuriens participent énormément sur la restauration de nos forêts naturelles, en essayant donc, en aidant la nature à disséminer les graines. Donc c'est une relation écologique très très forte. Merci Monsieur le Directeur Général de la Gouvernance Environnementale pour cette prise de parole. À présent, qui était présent également avec nous, Monsieur le représentant de la FAO à Madagascar, la thématique de la Journée internationale de la vie sauvage cette année nous interpelle également sur les impacts de la dégradation des écosystèmes sur les populations humaines. Pouvez-vous nous expliquer ce lien et en quoi cette thématique concerne Madagascar? Merci pour cette question, Madame. En effet, c'est une question assez liée à la situation à Madagascar. Partout dans le monde, les raisons de la dégradation des écosystèmes et notamment du déclin à la fois de la faune et de la flore sont principalement associées directement ou indirectement aux activités humaines. Et ceci prend une dimension assez particulière dans le cas de Madagascar, car les populations rurales ici dépendent encore fortement des ressources naturelles pour leur sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais aussi pour leurs revenus, et cela du fait de leur enclavement et des opportunités économiques qui sont quand même assez limitées, il faut l'avouer. Et comme la population malgache est essentiellement rurale, on estime que 4 personnes sur 5 dépendent des ressources naturelles pour leur subsistance. C'est beaucoup. Et il y a un élément important à noter à ce sujet, et c'est que actuellement, il ne reste que 10% des surfaces boisées originelles. La grande majorité des forêts tropicales riches en espèces, situées essentiellement à l'est et au nord-ouest de l'île, a disparu et le nombre de surfaces forestières qui en dépendent a considérablement reculé. C'est presque une catastrophe. Et parmi les causes principales de cette destruction dans ce pays, on compte la pratique de la culture sur brûlis, mais aussi la surchasse et la surpêche. Il y a des études qui ont montré, en effet, que dans le contexte de malnutrition chronique et multidimensionnelle observé à Madagascar, les aliments d'origine sauvage, et notamment la viande issue d'animaux sauvages, jouent un rôle critique. De la même manière, la destruction de l'environnement prend une ampleur alarmante sur l'île. La croissance démographique est là, nous l'avons. Il y a aussi le changement climatique. Et ce sont là deux éléments qui risquent d'aggraver encore le défi de la gestion des écosystèmes, mais aussi du maintien de leur capacité à fournir les services écologiques qui sont nécessaires au développement. La population malgache a plus que quadruplé depuis 1960, comme nous le savons tous. Et il y a en plus les inondations et les sécheresses, et comme nous l'avons vu avec les cyclones qui nous ont visités il n'y a pas longtemps. Et tout cela est de plus en plus imprévisible et sévère. Et ça perturbe assez fréquemment aussi bien la production agricole que les moyens de subsistance. Et par le fait même, Madagascar constitue un exemple type de lien précaire
homme-environnement, dans lequel une population rurale pauvre et en forte croissance dépend des écosystèmes pour sa subsistance, mais reste également responsable, fort malheureusement, de sa destruction. Cette situation enferme les communautés locales dans un cycle de pauvreté, d'insécurité alimentaire et de mauvaise santé. Et nous devons travailler tous ensemble pour le briser. Merci. Nous vous remercions également, Monsieur le représentant de la FAO, pour cette introduction. À présent, Monsieur le directeur national du WCS, en termes de solutions, Madagascar a mis en place un certain nombre d'aires protégées. Celles-ci sont-elles suffisantes pour assurer la conservation des espèces, notamment de faune, dans le contexte de Madagascar? Merci beaucoup, Naté, et bonsoir à tous les téléspectateurs. Donc, par rapport à votre question, au fait, Madagascar a assisté au congrès mondial de l'Union internationale pour la conservation de la nature. C'était en 2003. Et à l'époque, nous, en tant que pays, on s'était engagé à tripler la superficie des aires protégées dans notre pays. L'idée, à l'époque, c'était de couvrir plus de 10% de notre territoire national en termes d'aires protégées. Et nous avons, au fait, fait beaucoup de progrès depuis, parce que nous avons plus que quadruplé la superficie des aires protégées dans notre pays. Et dans ces différentes aires protégées, nous avons mis en place un modèle à usage multiple qui a permis au fait aux communautés locales d'utiliser d'une manière durable les ressources naturelles. Donc ça, c'était un gain par rapport à cet engagement. Et en ce qui nous concerne, WCS, en 2012, le gouvernement malgache a délégué la gestion du parc naturel de Makir à WCS. Et nous avons pu mettre en place aussi une approche paysage qui permet au fait aux communautés d'avoir accès, comme je disais tantôt, aux ressources naturelles. Mais en ce qui concerne le parc naturel de Makir, c'est le parc naturel le plus grand de Madagascar. Et il faudra mentionner que ce parc abrite aussi les 17 espèces de lémuriens existantes dans notre pays. Et depuis 2012, nous, en tant que pays, on a pu mettre en place au total plus de 7 millions d'hectares d'aires protégées. Et cela nous a permis, au fait, de réduire les impacts sur la biodiversité. Et nous avons aussi pu sauvegarder nos espèces endémiques et emblématiques pour notre pays. Donc, ceci étant, nous avons toujours des défis parce qu'il ne s'agit pas d'une panacée. Nous avons des défis, par exemple, en termes de viabilité écologique pour certaines aires protégées dans notre pays. Nous avons aussi des pressions anthropiques qui est toujours existant. Et autrement, comme d'autres pays, nous faisons face actuellement aux problématiques liées au changement climatique. Nous vous remercions, Monsieur le directeur national du WCS. À présent, après ces présentations générales relatives à cette journée mondiale de la vie sauvage, passons dans le concret qui concerne directement Madagascar. Comment donc préserver la vie sauvage face aux besoins croissants des humains et la croissance démographique autour des habitats sauvages? Avant de poursuivre les discussions, nous vous invitons à suivre ce reportage sur la reconversion de Béjan Rabé de chasseur à défenseur de l'environnement. Itandaki avec lera hena mbwa bena ki jabai kari zata kevna nyimbi lambo za riska tengale sai ngamna vola za chapa bo za ka nan nga vadi andem lom kurso
tsy izay andro jiaby zegny andehanako le andeha hitsaboanako fangorona. Le mbô izahako amin'ny vidin-draha roa le soloiko raha. Za homagna vao tsy dina. Za mandeha magnano ôno ndraiky zareo amin'ny andro ke tsy mahasahy magnandeha noho ny tany mety mahay mazava ny tany. Za andeha hiarogny atiala mbô hialako zegny le fomba fiazagna satria za mbô hoisy amin'ny resaka fitermiany akoho io efa ho apetraky raha. Izy ka misy zegny le fagnampiagna mety hierigny raha aby ty talohany, mety ho hisy ka zare. Ho tsara. Tegna le Je me tourne à présent auprès du directeur général de la gouvernance environnementale au sein du ministère de l'Environnement et du Développement durable à Madagascar. Quelle est la vision stratégique du gouvernement en matière de restauration des écosystèmes et de conservation des espèces et quelles sont les actions spécifiques en cours à présent? Oui, merci pour la question. En fait, Madagascar, étant donné qu'on est aussi en relation avec l'extérieur, il y a déjà un cadrage par rapport à notre vision sur tout ce qui est convention internationale. Donc là, par exemple, si on prend le cas des cadres des Nations Unies 2020 à 2030, qui est beaucoup plus axé sur la restauration des écosystèmes, il y a un engagement de l'Afrique de restaurer 100 millions d'hectares de forêts de terres dégradées d'ici 2030. Et Madagascar s'est engagé à restaurer 4 millions d'hectares, donc d'ici 2030, toujours terres dégradées et de forêts. Et c'est par rapport à ça, par exemple, qu'il y a une adéquation par rapport à la politique nationale. C'est pour cette raison que le président de la République de Madagascar s'était engagé sur une initiative de réverdissement de Madagascar. Donc là, il y avait un objectif de 40 000 hectares par an de reboisement, de nouveaux reboisements. Et là aussi, c'était accompagné par diverses stratégies comme la lutte contre les feux, avec une stratégie qui vise à ce qu'il y ait un partage de responsabilités en matière de gestion des feux à Madagascar qui implique tous les départements et toutes les catégories d'acteurs. Il y a aussi une réforme par rapport à la gestion des aires protégées à Madagascar et là, c'est beaucoup plus essayer de mettre en exergue l'importance du côté socio-économique par rapport à la conservation, c'est-à-dire à l'écologie proprement dite. Et toujours dans l'optique de ce qu'on a fait, c'est qu'en matière de gouvernance des structures, on a essayé de mettre donc une approche très participative en impliquant notamment la population locale, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers, pour essayer de mobiliser donc plus d'acteurs dans les activités de restauration des paysages pour qu'on puisse gérer nos écosystèmes. Sur le plan juridique, parce que là on parle de stratégie, il y a aussi pas mal d'investigations qu'on a fait pour essayer donc de mettre en adéquation les textes existants par rapport au contexte, notamment par exemple à la révision de l'ordonnance sur la chasse et puis sur le GELO, c'est-à-dire la gestion locale des ressources naturelles. Ce sont des textes fondamentaux sur la gestion de la vie sauvage, mais aussi l'implication de la communauté. Donc là, c'est une approche qui tient compte donc du droit statutaire et aussi du droit coutumier pour essayer de mettre en exergue cette conservation et surtout donc pour répondre aux besoins de la communauté locale par rapport à ces ressources naturelles. Et toujours par rapport à l'atteinte des engagements de Madagascar, pour terminer, c'est qu'il y a aussi actuellement donc Madagascar
est en train de mettre en place des modèles de restauration des paysages et des forêts. Et là, c'est à travers la coopération avec divers organismes, notamment par exemple avec la coopération allemande au nord de Madagascar. Il y a aussi avec l'Union africaine au sud dans la région d'Anous. Il y a aussi avec la coopération japonaise dans le lac Aloche. Il y a aussi deux projets RPF financés par Chef et en collaboration avec la FAO qu'on va essayer de faire dans le sud-ouest de Madagascar. À présent, monsieur le représentant de la FAO à Madagascar, quelle action concrète la FAO met-elle en œuvre à Madagascar pour accompagner le gouvernement dans ses efforts de restauration des écosystèmes? Et par rapport au thème spécifique de la Journée internationale de la vie sauvage, centrée sur la restauration des écosystèmes, pouvez-vous nous dire quel rôle joue la FAO et en quoi cela consiste? Beaucoup d'activités, je ne sais pas si nous aurons le temps de les citer tous, merci pour la question. Mais permettez que je mentionne quand même quelques éléments pour préciser aux téléspectateurs ce qu'on entend par restauration des écosystèmes. Il s'agit principalement d'un processus planifié qui vise à faire en sorte que les paysages dégradés retrouvent leur fonctionnalité écologique et améliorent le bien-être humain. Ceci dit, la restauration des écosystèmes n'est pas seulement planter des arbres et créer des aires protégées. Il s'agit d'abord de bien comprendre les causes profondes de la dégradation. Et avec cela, on peut apporter des solutions adaptées et pérennes, durables. Dans le cas de Madagascar, il est essentiel que ces solutions impliquent les communautés. Et aussi la vision stratégique du gouvernement malgache, comme nous le savons, est vraiment pleinement alignée sur cela et ceci est absolument remarquable. Depuis le 5 juin 2021, la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes a été lancée sous le co-leadership de la FAO et du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Et quel en est l'objectif? Ça, c'est une très bonne initiative au niveau mondial. Eh bien, l'objectif, c'est de créer un cadre de suivi, d'appui, d'échange pour accompagner les pays dans leurs efforts pour intensifier la restauration des écosystèmes dégradés et détruits, et aussi atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés, notamment dans le cadre des objectifs de développement durable et d'autres conventions internationales. Et il y en a, telles que la Convention sur la diversité biologique et la Convention cadre sur les changements climatiques. Mais au-delà de ce rôle de leader dans cette initiative mondiale, ici à Madagascar spécifiquement, la FAO porte plusieurs initiatives en appui aux efforts de restauration et de conservation du gouvernement. On va essayer de citer les principales. Je commencerai par le programme de gestion durable de la faune sauvage, une initiative de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, et financée par l'Union européenne, et mise en œuvre par un consortium composé de la FAO, du CIFOR, du CIRAD, WCS, et qui coordonne le projet à Madagascar en étroite collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Et ici à Madagascar, ce programme vise spécifiquement à concilier sécurité alimentaire et conservation de la faune, et cela à travers une approche de gestion communautaire des ressources naturelles et de diversification des sources de protéines, ce qui pourrait nous conduire à réduire la pression sur les populations fauniques pour qu'elles puissent se restaurer et se maintenir à un niveau qui soit viable. Et pour y arriver, le projet travaille sur le site du parc naturel de Makir, mais appuie aussi au niveau national le gouvernement dans ses projets de réforme juridique. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une plateforme juridique où tous les textes relatifs à la gestion durable de la faune sont disponibles et analysés. Et cette plateforme a été lancée l'année dernière en collaboration avec le MED pour permettre à tous les acteurs d'avoir accès librement à ces informations. Deuxième initiative, il s'agit de 2 projets en préparation actuellement et qui seront financés par le Fonds pour l'environnement mondial. L'objectif global de ces projets consiste essentiellement à améliorer les services écosystémiques,
l'intensification durable et la conservation de la biodiversité, surtout dans les paysages et les forêts dégradées du sud de Madagascar. Et cela par la mise en œuvre à grande échelle de la restauration des paysages et des forêts. Et les thématiques phares dans ce contexte seront la conservation de la biodiversité, mais aussi la restauration et le développement durable intégré. La troisième initiative se réfère au mécanisme forêt et paysans. Et son objectif, c'est l'amélioration de la résilience des paysages au changement climatique, mais aussi l'amélioration des moyens d'existence. Et au centre de ce travail, il y a les organisations de producteurs forestiers agricoles. Et la bonne nouvelle, c'est que ça comprend des femmes, des jeunes et des peuples autochtones qui jouent vraiment un rôle principal. Pour finir sur cette question, je voudrais souligner que la FAO tient le secrétariat exécutif de la Task Force nationale de l'agriculture de conservation qu'on appelle communément TEFNAC, présidée par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Ça promeut l'approche agriculture intelligente face au climat et ça reste au cœur de l'objectif de cette plateforme nationale qui est composée actuellement de plus d'une trentaine d'institutions membres. L'approche du projet SWM qui vient d'être mentionné dans le reportage et que vous coordonnez dans le paysage de Makir, de vouloir concilier bien-être humain et préservation de la faune et des écosystèmes paraît à la fois ambitieux et prometteur. Quelles sont les opportunités du contexte malgache qui vous rendent optimiste par rapport à son succès et à l'inverse, quels défis entrevoyez-vous? Merci beaucoup pour cette question. Nous, en tant que pays, au fait, on peut dire qu'on est beaucoup plus avancé par rapport à la participation des communautés, en tout cas parce que très tôt, c'était en 1996, nous avons déjà mis en place une loi spécifique sur la gestion locale sécurisée des ressources naturelles. C'est la loi 96-025. Et à travers cette loi, au fait, cela a permis à notre pays de mettre en place un système de transfert de gestion des ressources naturelles par les communautés locales. Et nous avons mis en place une sorte de contrat tripartite auquel est impliqué les communautés de base, les ONG et aussi les services déconcentrés du ministère en charge de l'environnement et du développement durable. En ce qui concerne WCS, effectivement, actuellement nous travaillons avec 80 communautés de base et ces 80 communautés de base, au fait, assurent aussi l'application des règles par rapport à la conservation de la biodiversité et aussi de l'écosystème dans le parc naturel de Makir. Et nous avons constaté que quand les COPA sont très actives, nous avons pu au fait réduire le taux de déforestation dans les aires protégées qui sont gérées par les communautés de base. Et actuellement, ce taux est inférieur à 25%. N'empêche, nous faisons toujours face à des défis par rapport à la gestion par les communautés de base des ressources naturelles, parce qu'il y a toujours le conflit entre droit coutumier et les réglementations en vigueur. Et nous avons aussi à faire face au fait, aux problématiques foncières. Donc on a tout cela en termes de gestion en tout cas et de défis. Nous remercions Monsieur le directeur national du WCS pour ses réponses et également le représentant de la FAO pour ses réponses de tout à l'heure. Nous approchons au terme de cette émission. Mesdames et messieurs, chers invités, pouvez-vous nous faire part de vos perspectives et des messages de sensibilisation et plaidoyer que vous souhaitez lancer auprès de nos téléspectateurs et de tous ceux qui regardent cette émission sur les réseaux sociaux? Monsieur le représentant du Nous, en tant qu'organisation, en tout cas, WCS exhorte toujours à ce que les communautés locales soient impliquées effectivement dans toutes les activités. Et à titre d'exemple, nous collaborons étroitement avec le ministère en charge de
de l'environnement et ses démembrements pour impliquer les communautés dans les différents événements et festivités. À titre d'exemple, aujourd'hui, nous avons invité en tout cas les journalistes pour assister à des événements, des manifestations que nous organisons sur le terrain à Makir. Et nous invitons aussi tous les téléspectateurs à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Twitter. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette question-là. Je pense que la crise de la pandémie de COVID-19 vient de nous démontrer qu'il est très important que nous soyons plus attentifs à notre relation avec la nature, parce que nous n'avons qu'une planète et nous ne devons pas scier la branche sur laquelle nous sommes tous assis. Il y a la nécessité de restaurer les écosystèmes dégradés. Et cette nécessité n'a jamais été aussi urgente pour assurer la santé des hommes et de la nature. Il faut ajouter que les écosystèmes sains sont nécessaires au développement durable. Et en tant que FAO, je voudrais réitérer l'appui permanent de l'organisation au gouvernement malagasy sur les domaines relatifs à la gestion rationnelle et durable des ressources naturelles, y compris la restauration des écosystèmes, qui constitue le thème de la Journée mondiale de la vie sauvage pour cette année 2022. Merci, madame. Le 20 décembre 2013, durant le 68e session de l'Assemblée générale des Nations unies, a décidé donc la date du 3 mars déclarée comme Journée mondiale de la vie sauvage, et ceci pour mettre en exergue l'importance de la faune et de la flore sauvage pour la survie de notre planète. La date du 3 mars est aussi le jour de la signature de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction. Ça, c'est la CITES qui a été signée en 1973, mais c'est toujours la même date. Et de ceci, donc, la Journée mondiale de la vie sauvage est rapidement devenue l'un des plus importants des événements mondiaux consacrés aux espèces sauvages. Et c'est une occasion pour célébrer un peu la place de la faune et de la flore sauvage, donc par rapport à sa beauté, sa diversité de formes et surtout par rapport aux différentes fonctions écologiques vitales, et de pouvoir par la suite sensibiliser l'opinion publique aux différents défis auxquels ces espèces sont confrontées et que nous puissions prendre nos responsabilités respectives. Donc le dernier message, c'est que sauvons ensemble la vie sauvage pour accroître la résilience des formes de vie sur Terre, et ceci pour améliorer notre cadre de vie. Merci. Nous remercions nos panélistes pour leur intervention. Notre émission spéciale arrive à son terme, mesdames et messieurs. Vous pourriez encore interagir avec nos invités à travers les réseaux sociaux dont les liens s'affichent en bas de l'écran. Sur ce, quant à nous, nous vous disons très bonne soirée à tous et très bonne continuation sur Viva. Au revoir.